Alors dans cette vidéo, nous allons parler de chromatographie en phase gazeuse pour les acides gras et plus précisément pour les dérivés d'acides gras, les EMAG. Dans cette vidéo, il y aura deux parties. On va d'abord parler du matériel nécessaire pour ce type d'analyse, des préparations que l'on doit faire sur les acides gras et des différents paramètres qu'il faut mettre en œuvre pour réaliser ce type d'analyse. En deuxième partie, on verra une application aux acides gras avec la détermination du temps de rétention d'un acide gras. Premier paramètre, c'est le choix de la colonne. Il existe deux types de colonnes, les colonnes remplies et les colonnes capillaires. Les colonnes remplies sont de moins en moins utilisées, au profit donc des colonnes capillaires. Ces colonnes capillaires présentent de nombreux aspects positifs, notamment elles sont souples et peuvent être enroulées sur elles-mêmes pour pouvoir gagner en place. Et le fait que la lumière ici du tube est vide, ça permet de ne pas perdre de pression entre le début et la fin de la colonne. Donc pour ce type de chromatographie, nous allons choisir des colonnes capillaires. Ces colonnes capillaires peuvent présenter des longueurs de 10 à 100 mètres de long, avec ici des diamètres intérieurs de 0,10 à 0,70 mm. Il y existe trois types de tubes capillaires, les W-coat ici, les S-coat et les plot ici. Donc dans le W-coat ici, la phase fixe est directement fixée sur la gaine, c'est une phase liquide ici. Puis dans les S-coat, la phase liquide est fixée sur une phase solide ici, par exemple. Et dans les plot, c'est la phase fixe est directement solide et fixée directement à la gaine. Pour la composition de la phase stationnaire, il peut y avoir diverses molécules constitutives. Ça peut être par exemple du dérivé du diméthylpolyxyloxane ici. Il s'agit de ce polymère ici qui est fixé ici sur de la silice. Et ce diméthylpolyxyloxane peut être plus ou moins polaire en fonction des substituants qui viennent se fixer ici sur l'atome de silicium. Ça peut être du CH3, ça peut être du phénol, peu importe. Tout ça pour changer la polarité de cette phase fixe. Autre molécule souvent utilisée, c'est du polyéthylène-glycol, ici, que l'on retrouve ici, c'est un polymère qui va être donc fixé là aussi sur de la silice, et ce polymère est plutôt de type polaire, voire très polaire. Autre paramètre important, c'est le choix du gaz vecteur. Généralement, trois gaz sont utilisés, l'hélium, l'azote ou encore l'hydrogène. Chacun a une faible viscosité et donc sont aptes à faire de la chromatographie en phase gazeuse et surtout sont inertes, c'est-à-dire n'interagissent pas avec les molécules à analyser. Chacun d'eux a ses propriétés et on s'aperçoit que pour une efficacité à peu près égale, le débit peut être meilleur pour de l'hydrogène, c'est-à-dire que à peu près ici, si on regarde sur ce graphique, on peut aller 3 fois plus vite avec de l'hydrogène qu'avec de l'azote, tout en gardant une bonne efficacité de séparation par la colonne. Attention, le débit du gaz vecteur n'est pas le seul paramètre pour lequel donc, on peut jouer pour faire varier l'efficacité d'une colonne. Il y a aussi la température du four. On s'aperçoit que plus la température augmente, plus l'élution est rapide. Attention, ne pas aller trop vite pour pouvoir garder une bonne efficacité de séparation. Alors ici, un petit rappel sur le principe de la séparation en chromatographie en phase gazeuse. Principalement, les molécules sont séparées par leur point d'ébullition. En général, plus une molécule a un point d'ébullition haut, plus elle va mettre du temps à passer dans la colonne, plus elle va être arrêtée par la phase stationnaire, et plus elle a un point d'ébullition bas, plus elle va être volatile et être transportée par la phase mobile, la phase gazeuse ici, et sortira donc plus rapidement de la colonne. Un autre phénomène va influencer cette séparation, c'est bien sûr le type de phase stationnaire. On l'a vu tout à l'heure, la phase stationnaire, en fonction de sa composition, peut être plus ou moins polaire et donc va plus ou moins ralentir les molécules. Mais le fait principal de séparation, c'est surtout le point d'ébullition. Autre critère de choix que l'on peut utiliser pour avoir une bonne séparation en chromatographie en phase gazeuse, c'est le choix du mode. Deux modes sont possibles, le mode isotherme et le mode gradient. Dans le mode isotherme, on va garder la même température de séparation tout au long de la chromatographie ici. Dans le mode gradient, on va faire varier cette température, généralement on la fait monter,
Alors ça peut être régulier du début à la fin, il peut y avoir des plateaux, il peut y avoir une reprise, il peut y avoir des descentes, etc. L'objectif étant de séparer les molécules ici et on choisit donc le mode gradient pour optimiser en fait cette séparation. Alors par exemple dans cette illustration, on sépare ici des acides gras. On s'aperçoit que la séparation se fait entre le C15 et le C18. Les autres ne sont pas séparés, le C10, C11, C12, puisque c'est la même injection qui est faite ici en mode isotherme, mode gradient. Alors généralement, les modes isothermes, il faut plus de temps pour sortir toutes les molécules et c'est des fois difficile de les séparer. Alors qu'en mode gradient, on peut donc ajuster ici la température pour avoir une séparation optimale et en général on gagne du temps d'analyse. Alors pour réaliser une séparation des acides gras en CPG, on doit les transformer en EMAG, c'est-à-dire en ester méthylé d'acides gras. Pourquoi on réalise cette transformation? Parce que les acides gras sont des molécules qui ne sont pas assez volatiles pour pouvoir être analysées en CPG. En effet, en général, on ne dépasse guère la température de 250 degrés en CPG. Et à cette température-là, les acides gras n'ont pas atteint leur température d'ébullition. Le fait de les transformer en EMAG permet donc d'abaisser cette température d'ébullition et donc de pouvoir les rendre volatiles et donc de les analyser en chromatographie en phase gazeuse. Il existe diverses techniques ou méthodes chimiques pour les transformer en ester d'acides gras. Alors voici une illustration de la réalisation d'un ester d'acide gras, un ester méthylé. Donc on rajoute donc un méthyle ici et donc on a bien un ester, c'est-à-dire qu'on a additionné un acide carboxylique avec un alcool pour former donc un ester. Alors pour l'analyse des acides gras en CPG, plus précisément des esters méthylés d'acides gras, les EMAG, on va utiliser une phase stationnaire de type plutôt polaire, voire très polaire, mais thermiquement moins stable, et on va utiliser une phase mobile de type donc azote ou hélium. Si on regarde sur ce dessin, ici, on s'aperçoit que changer la polarité de la phase fixe ne change pas l'ordre d'élution des acides gras. Ici, le C16 sort en premier, que la phase fixe soit apolaire, de polarité moyenne ou de haute polarité. Et en général, donc, plus il y aura de carbone ici, et plus la molécule va perdre du temps dans la phase fixe. Ce sont les acides gras les plus légers, ceux qui ont la chaîne carbonée la plus courte, qui vont sortir en premier, comme c'est noté ici. Ce qui va changer par la phase fixe, en fait, c'est pour les acides gras dont le point d'ébullition est à peu près identique. On voit qu'il y a une inversion ici pour la série des C18. Ici, l'acide stéarique sort en dernier et ici, l'acide stéarique sort en premier. Ici, la polarité de la phase fixe intervient. Ici, les polaires, elles sont plus polaires puisqu'il y a des insaturations, vont sortir en premier. Et donc ici, les polaires vont sortir en dernier puisque on retrouve l'affinité avec la phase fixe ici. Alors voici un exemple ici de chromatogramme des acides gras, plus précisément des EMAG. Il est rappelé aussi que le point d'ébullition augmente lorsque le nombre de carbone augmente et le point d'ébullition ne varie pratiquement pas en fonction du nombre d'insaturations. Alors on retrouve ici dans cet exemple cette règle, le point d'ébullition donc qui est le point le plus important pour la séparation en chromatographie en phase gazeuse se fait donc dans le sens du nombre de carbone. Donc par exemple ici, ce qui va sortir en premier c'est le C16, ils vont sortir avant le C18 qui va lui-même sortir avant le C20, etc. C22. Voilà, donc on retrouve bien cette première règle ici. Et le point d'ébullition ne varie pratiquement pas en fonction du nombre d'insaturations. Donc là, il faut regarder la nature de la colonne. La colonne ici de type CPWAX 52CBTM là, de Agilent, donc c'est une colonne de type polaire, plutôt ici. Donc normalement, ce sont les apolaires qui vont sortir en premier. Et effectivement, si on regarde le C18, il est plus apolaire que le C18-1 et c'est normal donc qu'il sorte en premier et lui donc en deuxième.
Ici, pour continuer à regarder la légende, on voit que la température du four est maintenue à 170 pendant 3 minutes puis augmentée. Donc là, on est en mode gradient, de manière à réduire le temps de l'analyse. L'analyse globale ici dure dans les 22 minutes. Et puis, on l'a dit tout à l'heure que c'était plutôt de l'azote ou de l'hélium. Là, c'est de l'hydrogène qui est utilisé, ça marche aussi. Et donc, c'est le gaz vecteur, et avec un débit de 1 ml par minute. Alors, dans cette application, on va regarder s'il existe une relation de proportionnalité entre le nombre de carbone constitutif de l'acide gras sous forme d'EMAG, bien sûr, pour pouvoir être analysé en CPG, et le temps de rétention, c'est-à-dire le temps mis par chacun de ces acides gras pour sortir de la colonne, donc en CPG. Ensuite, donc, grâce à cette analyse, on va pouvoir réaliser une sorte de gamme d'étalonnage entre le nombre de carbone constitutifs et les temps de rétention pour chacun de ces acides gras. Alors voici un exemple de résultat. Ici, on voit sur ce graphique l'injection. Le graphique se lit de droite vers la gauche. Ici, il y a l'injection. On trouve un premier pic qui correspond au pic du solvant. Puis ensuite, régulièrement, on trouve ici les pics des différents acides gras étudiés, acides gras, je le répète, sous forme d'EMAG. Ici, la chromatographie est faite sur du papier, donc on peut mesurer les distances ici de sortie, et connaissant la vitesse de l'enregistreur, on peut en déduire donc les temps de rétention. Le temps de rétention, donc, c'est le temps ici qui est mis entre l'injection et la sortie du produit. Par exemple ici, c'est le temps de rétention du C8 ici. Comme on l'a dit précédemment, plus il y a de carbone, plus ce temps de rétention est long, ce qui correspond à l'analyse que nous avons faite dans la première partie de cette vidéo. Le temps de rétention réduit, c'est le temps de rétention moins le temps mort, c'est-à-dire le temps mis ici par le solvant. Et donc, on a le TR'8, on l'appelle donc le temps de rétention réduit, on rajoute un prime. Ça va être donc le temps de rétention, ici TR'8, moins donc le TM, le temps mort, c'est-à-dire le temps mis par le solvant pour sortir. Donc on a déterminé le temps de rétention pour toute une série d'acides gras de C8 à C12, et maintenant on se pose la question, est-ce que si on avait un C20, est-ce que s'il y a une proportionnalité, on pourrait déterminer son temps de rétention? C'est ce qui est réalisé donc dans la diapo suivante. En effet, il existe une relation entre le nombre de carbone et le temps de rétention. Alors, ce n'est pas exactement entre le nombre de carbone et le temps de rétention, mais c'est entre le nombre de carbone et le logarithme du temps de rétention réduit. Donc, si on réalise le modèle mathématique pour le C8, C9, C10, C11 et C12, on s'aperçoit qu'on a une droite ici, on a donc une fonction affine, et on peut en déterminer les paramètres de régression linéaire et en déterminer donc l'équation de cette droite. Ainsi, pour n'importe quel nombre de carbone, par exemple 20, puisque c'est l'acide gras que l'on veut étudier, on peut en déterminer ici son logarithme du temps de rétention réduit. En faisant bien sûr l'inverse du logarithme, on peut en déduire son temps de rétention réduit, ici 42 minutes 45 secondes, et en ajoutant le TM, le temps mort, on peut trouver ici le temps de rétention pour ce C20. Donc ici, on peut prévoir à quel temps, au bout de combien de temps, ce acide gras ici avec 20 carbone va sortir. Voilà pour cette vidéo.